tout accepter, parce que je pense que... Alors, c'est une population que je connaissais moins, puisque comme vous le savez, j'ai fait plutôt ma carrière dans le domaine des réseaux électriques, encore que, peut-être que vous vous en rappelez, avant de mettre en place RTE, j'ai été en charge de toute la partie production de transport hors nucléaire. Et donc, c'était une tâche redoutable à l'époque. C'était Jean Bergogneau qui était directeur général d'EDF, que j'ai bien connu, puisqu'on était ensemble à la R&D pendant plusieurs années. On a fait de l'IA appliquée à l'aide à la décision pour l'exploitation et la planification des grands systèmes électriques interconnectés. Donc, il m'avait demandé, je lui ai dit, je pense qu'avec la directive telle qu'elle se prépare, il faudra séparer de toute manière le réseau, enfin le système électrique de la production et de la vente. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a beaucoup lutté, moi le premier, contre cette réorganisation, parce qu'on pensait que le système tel qu'il existait en France était extrêmement efficace, surtout grâce à des personnalités remarquables comme celles qu'on a eues, nos anciens, Marcel Boiteux en premier. Je voudrais citer aussi Michel Luc, qui n'est pas assez cité, et qui est le véritable architecte du plan Messmer. C'est vraiment quelqu'un... Il a été d'ailleurs mon directeur de la recherche quand je suis rentré à EDF à la recherche en 67. Voilà. Donc je rends hommage à ces personnes-là, il ne faut pas les oublier. C'est eux qui ont fait la réussite de notre grande maison EDF. Voilà, alors moi actuellement je suis à la retraite comme vous, mais j'essaie de m'occuper au mieux et je milite très fortement, je dirais même je combats la politique actuelle énergétique telle qu'elle est, disons, engagée non seulement au niveau français mais au niveau européen. Comme j'ai eu un certain nombre de responsabilités au niveau de la Commission européenne, après avoir quitté RTE, je sais comment ça se passe au niveau de la Commission. À l'époque, on avait des gens qui connaissaient, et s'ils ne connaissaient pas, ils consultaient des gens qui étaient compétents. Aujourd'hui, on a des technocrates qui sont influencés par des idéologues, ce que je dis, adeptes de la décroissance. Il faut savoir que, par exemple, Greenpeace a beaucoup infiltré la Commission européenne. Le commissaire Timmermans, qui a été en charge du Green Deal, le fameux Green Deal, le pacte vert, il faut savoir qu'il avait comme chef de cabinet l'ancien président de Greenpeace, Hollande, qui en dit beaucoup sur l'évolution actuelle de la Commission. Je pense que vraiment, ils vont dans le mur. Et un jour ou l'autre, il faudra effectivement, s'ils ne changent pas, aller vers l'épreuve de force. En tout cas, c'est ma position. Alors, ce que je vais vous dire, reprendre les propos que j'ai tenus assez récemment dans les médias, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai été pas mal sollicité ces derniers jours, justement dans la perspective de la PPE3, puisque le Premier ministre avait décidé de publier le décret qui est paru au journal officiel hier, je crois, ou avant-hier. Enfin, voilà. Alors, moi, je vous propose d'abord, je vais vous dire des choses que vous connaissez déjà. Bon, la pédagogie, c'est l'art de répéter, en quelque sorte. Et donc, d'abord, on va parler des émissions de gaz à effet de serre. Moi, je voudrais rappeler que les émissions de gaz à effet de serre, essentiellement de CO2 en France, représentent 0,7% du total au niveau mondial. Donc 25 fois moins que les États-Unis, 40 fois moins que la Chine, et 2 fois moins que nos amis allemands. Je dis nos amis entre guillemets, parce que si vous voulez, dans certaines situations, on voit bien qu'ils pensent d'abord à eux avant de penser aux autres. Ça, c'est comme ça. Donc, et pourquoi on est dans cette situation, 0,7% des émissions, alors qu'au niveau mondial, il faut savoir que les émissions continuent à croître au rythme au moins de 1%, peut-être davantage. Si bien que, bon, pourquoi 0,7%? Pourquoi cet écart avec l'Allemagne? C'est grâce au parc nucléaire, au plan Messmer, c'est clair. C'est grâce à cet effort qui a été fait que l'on a de tels résultats au niveau des émissions. Et donc, comme votre
l'association s'appelle Sauvons le climat, il faut le rappeler, 0,7%. Et ce que je vais dire aussi, qui est assez peu connu, c'est que le gouvernement se vante d'avoir fait baisser les émissions de gaz à effet de serre en 6 ans de 5% par an. Oui, c'est 5%. On était à 1% au niveau des émissions par rapport au reste du monde. On est maintenant à 0,7%. Et ces 5%, il faut bien voir comment ils ont été obtenus. Ils ont été obtenus en grande partie au travers d'une désindustrialisation de la France, de plus en plus forte. Et il faut savoir que, et là on a fait dans l'équipe que nous avons réunie autour de nous, personne qui est présente dans la salle, la désindustrialisation représente en fait 80% de la baisse. Et la désindustrialisation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une délocalisation des émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, les produits qu'on ne fabrique plus en France, on les achète venant de l'étranger et elles sont fabriquées dans des conditions sans doute beaucoup moins favorables du point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ceci, vraiment, c'est de la blague, en quelque sorte. Ce qu'on nous raconte, c'est vraiment de la blague. Donc je crois qu'il faut le répéter, attention, ce n'est pas la peine de dépenser des centaines de milliards d'euros alors que la France est endettée jusqu'au cou et même au-delà. Voilà, ça c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, elle est liée effectivement aux objectifs. Moi je suis tout à fait d'accord pour dire, je l'ai dit d'ailleurs lors de mon passage avec Pascal Praud là, sur CNews, je ne suis pas climato-sceptique, hein, comme vous. Je suis favorable à ce que la France contribue également à la lutte contre le réchauffement climatique. Ça me paraît tout à fait... mais il faut voir comment. Actuellement, on peut dire que les émissions de gaz à effet de serre en fait, sont liées essentiellement à l'utilisation des combustibles fossiles. Tout le monde le sait, donc c'est essentiellement, il n'y a plus de charbon, mais il y a le pétrole et le gaz. Actuellement, dans le mix énergétique de la France, qui représente au niveau 1500 TWh, l'électricité consommée est de l'ordre de 4, en 2025 est de l'ordre de 400 TWh. On dit souvent 450 parce qu'on inclut les pertes électriques du réseau, plus la consommation d'électricité liée au pompage. Et ça représente à peu près 50 TWh. Donc si on ajoute cela, ça fait 450 TWh. Donc actuellement, on est à 400 TWh sur un total de 1500. Donc vous voyez, ça représente un peu plus du quart, enfin, vous le savez, 27%, je crois à peu près. Et la part des énergies fossiles représente un peu plus de la moitié, on est à 57%, on était à 60%, on a un petit peu baissé. Donc ça, c'est la situation actuelle. Si on se projette sur 2035, c'est là où, à mon avis, il y a des objectifs qui sont totalement irréalistes. C'est le cas au niveau, d'ailleurs, européen, c'est également le cas au niveau français. C'est-à-dire qu'on s'imagine effectivement que l'on va réduire fortement, dans les 5 ans qui viennent, même au-delà, dans les 10 ans qui viennent, la part des fossiles. Après une étude un peu plus, disons, approfondie de l'équipe à laquelle je participe, on considère que en 2035, atteindre une part des combustibles fossiles dans le mix énergétique de la France qui soit autour de 45%, ce serait déjà un effort considérable. Considérable. Ça voudrait... Alors, on réduira bien évidemment, d'une certaine manière, la consommation d'énergie. Au lieu d'avoir 1500, je pense qu'on passera à 1350 TWh, c'est du moins l'objectif qui me paraît ambitieux, mais certainement, disons, accessible à condition d'y mettre les moyens, bien évidemment. Et dans cette part de 1350
50 TWh, la part du fossile pourrait être de l'ordre de 45%. Voilà l'hypothèse. Or, actuellement, il faut savoir que le gouvernement annonce des objectifs beaucoup plus ambitieux et donc totalement irréalistes. Totalement irréalistes. Je crois que c'est 30% au lieu de 45% à l'horizon de 2035. Donc, si vous voulez, on se fixe, et là c'est aussi ce qui se passe. On est influencé bien évidemment par les orientations de la Commission européenne. Parce qu'il faut savoir, hein, il y a des directives et ensuite les directives sont transposées en France, hein, bien évidemment. Et on le voit par exemple pour les véhicules électriques, on se fixe des objectifs totalement irréalistes. On est content d'avoir trouvé un accord sur ces objectifs, et bien voilà, on s'aperçoit quelques années après qu'on ne peut pas les tenir, qu'il faut les revoir complètement, sauf qu'entre-temps, on a mis à mal l'industrie automobile française et au-delà européenne. Donc c'est une politique, en quelque sorte, de grigouille. Vous voyez ce que je dis? Et c'est ce qui explique d'ailleurs que l'Europe peine dans son développement économique. Actuellement, la croissance, c'est ce que dit d'ailleurs, ce qu'ont dit les Américains, hein, la croissance économique en Europe, elle est autour de même pas 1%, quoi, faiblement. Je ne parle pas de l'Allemagne qui est en pleine situation qu'ils n'avaient jamais connue. Et ça, ils le doivent, bien évidemment, à la politique qu'ils ont menée. Et enfin, le chancelier Merz reconnaît que la plus grave erreur stratégique qu'au final en Allemagne, c'est d'avoir fermé son parc nucléaire. Enfin, il le dit. Ceci dit, ça n'a pas encore de conséquences au niveau européen. Espérons-le dans le futur. Donc voilà ce que je veux dire en quelque sorte en préambule. Alors maintenant, passons effectivement à la partie, je dirais, électricité. Donc sur la partie électricité, il est clair qu'aujourd'hui, 450, je reprends 450 TWh, donc avec les pertes, on s'aperçoit que depuis 2012, la consommation d'électricité en France ne cesse de baisser. Elle est au niveau actuellement de 2003, où j'étais à la tête de RTE. Alors donc la question c'est pourquoi une telle évolution? Pourquoi une telle baisse, hein, effectivement? Il faut s'interroger. Et ça conduit effectivement à se dire, mais s'il y a une telle évolution, qu'est-ce qu'on peut attendre sur les 10 ans à venir? Et tout ça, bien évidemment, c'est lié à la PPE 3. Alors, je pense que si on regarde effectivement les choses de manière objective, c'est, à mon avis, l'effet déjà de la politique de développement des énergies renouvelables intermittentes. Alors, si on regarde en particulier le prix de l'électricité qui a évolué depuis 2000 jusqu'en 2025, et ceci pour les ménages et les petites entreprises, hein, c'est-à-dire boulangers, on s'aperçoit que jusqu'en 2008, le prix de l'électricité est pratiquement 1 euro courant, il est à peu près stable. Ce qui veut dire qu'il a baissé 1 euro pour cent. Et pourquoi il a baissé? Il a baissé en particulier du fait du parc nucléaire, du plan Mestral, ça c'est clair. Et à partir de 2008, on s'aperçoit qu'il y a une montée très rapide. Et là, je vous donne des statistiques européennes, c'est Eurostat. Je vous communiquerai d'ailleurs la courbe si vous ne l'avez pas. Eh bien, on s'aperçoit que si on met de côté effectivement la crise énergétique qu'on a connue en 2021-2022, hein, c'est un doublement du prix de l'électricité pour les ménages et les petites entreprises. Un doublement. On passe de 120 euros du mégawattheure à 240. C'est la situation actuelle. Alors ça évolue, ça fluctue, mais c'est la... Alors ce doublement, à quoi il est dû? Il est dû, bien évidemment, il y a une part d'inflation, 30%. Il y a une part aussi qui est liée à l'augmentation du prix du gaz, puisque
du fait de la guerre en Ukraine et puis des difficultés avec la Russie, on achète du GNL qui coûte beaucoup plus cher que le gaz naturel qui était vendu par les Russes. Mais ceci, pour le marché de l'électricité en France, représente une augmentation qui reste très limitée, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe et en particulier en Allemagne. Ce qui a créé d'ailleurs un écart au niveau du marché entre le prix de marché en Allemagne et le prix de marché en France. On a un écart qui est de l'ordre de 30 à 40% actuellement, il faut le savoir. On a 60 en France, on a 80, 90 en Allemagne. Et donc, si vous voulez, si on met 10 euros en quelque sorte sur la part qui est due au gaz, ben il reste, qu'est-ce qui reste? Il reste effectivement les renouvelables intermittents qui sont subventionnés. On ne le dit pas suffisamment, ils sont subventionnés et souvent très subventionnés. Alors, les subventions, quelles sont-elles? Vous avez des subventions directes qui sont liées actuellement au principe même de l'appel d'offres et des prix qui sont acceptés dès lors que l'appel d'offres est accepté. Donc, ces prix sont garantis sur une période qui peut aller jusqu'à 20 ans, hein, pour les éoliens marins en particulier. Pour l'éolien terrestre, c'est un peu moins, pour le solaire. Mais c'est donc des subventions directes, puisque l'État s'engage à compenser la différence entre le prix qui est accepté dans le contrat, enfin, en quelque sorte, suite à l'appel d'offres, et le prix de marché. Alors, quand vous avez un prix garanti qui est de l'ordre de 200 €, c'est le cas, par exemple, du parc éolien de Saint-Brieuc, on est à 196, et que le prix de marché est à 50 €, 56 €, vous voyez la différence. Le reste est compensé par l'État, alors soit directement sur le budget, soit en répercutant ces charges sur la partie accise de la facture des ménages et des petites entreprises, et également des consommateurs des centres tertiaires, c'est-à-dire commerce et puis bureaux. Les clients industriels de grande taille sont d'une certaine manière épargnés en ce qui concerne ces subventions directes. Mais ça représente actuellement de l'ordre, en 2026, c'est les libérations de la Commission de régulation de l'énergie, ça va représenter plus de 6 milliards d'euros pour uniquement 6,7 milliards, je crois, sur les énergies renouvelables, donc solaire, éolien, terrestre et marin. 6,7 milliards par an pour l'année 2026. Si on applique la PPE 3, on va l'appliquer, on va commencer à l'appliquer, mais si on l'applique jusqu'au bout, telle qu'elle vient d'être publiée dans le décret, eh bien ce sera une subvention directe, on l'a calculé à minima, qui est de 15 milliards d'euros par an. Et sans doute bien davantage. Sans doute, peut-être même, moi je dirais 20 milliards. Mais c'est l'ordre de grandeur. Ce n'est pas soutenable dans un pays qui est endetté comme le nôtre. Donc, si vous voulez, c'est là où on voit que cette politique est très mal pensée. Alors, il y a non seulement les subventions directes, mais il y a les subventions indirectes. Et ça, on en parle beaucoup moins. Alors, quelles sont ces subventions directes? Vous les connaissez sans doute. D'une part, c'est les conséquences du développement de ces moyens de production intermittents sur les dépenses d'investissement du réseau. Réseau de transport, réseau de distribution. Alors, il y a eu des annonces de fait des dirigeants de ces deux entreprises qui ont dit que d'ici 2040, c'est 100 milliards d'euros d'investissement pour le transport et 100 milliards d'euros pour la distribution. Alors, ils ne disent pas comment se répartissent ces 200 milliards, mais moi, je considère que au niveau de la distribution, une part relativement importante, sans doute la moitié de ces 100 milliards sera liée
à la poursuite du développement des énergies renouvelables intermittentes, parce qu'il faut renforcer les réseaux pour pouvoir utiliser cette production d'électricité dès lors qu'elle n'est pas consommée sur place. On voit bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a observé dans le passé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi qui dirigeais RTE donc, au tout début, c'est nous, enfin c'est mon équipe qui, avec la commission de régulation, a établi les premiers turcs. Parce qu'ils ne savaient pas du côté de la crème. Et donc c'est des gens qui étaient autour de moi qui ont calculé. On était à 10 € du mégawattheure pour le transport et 20 € pour la distribution. Aujourd'hui, vous savez à combien? Hors TVA. Hein. Et aujourd'hui, on est à 70 € au total. Ça a plus que doublé. C'est-à-dire qu'on est passé, alors la part transport a assez peu augmenté, encore que, on est à 16, et la part distribution est à 54. 54. Au lieu de 20. Hein, pardon? Au lieu de 20. J'ai pas entendu. Vous avez dit 54 au lieu de 20. Au lieu de 20, voilà. Ça a presque triplé. Vous voyez? Alors, bien sûr, dans les 54, il faut être honnête, il y a aussi tout ce qui concerne l'alimentation des véhicules électriques pour les bornes à recharge rapide, parce que vous êtes obligé de renforcer. Mais une partie importante de cette augmentation est liée effectivement aux renouvelables intermittents. Donc si vous voulez, et alors si vous vous projetez donc jusqu'en 2035, compte tenu de ce qu'est la PPE 3, hein, je le rappellerai après peut-être, c'est effectivement non seulement la distribution qui va continuer à augmenter, à mon avis c'est de l'ordre de 50%, j'espère que ce n'est pas mon téléphone, 50% pour la distribution, mais le transport ce sera beaucoup plus. Parce que si vous voulez, l'éolien marin est raccordé au réseau 400 kV, c'est des parcs qui font 1000 MW, qui vont même faire 1500 MW, je parle des deux parcs qui sont en projet au nord du Cotentin, à la pointe de Barfleur, eh bien, il faut effectivement transporter cette électricité de l'endroit où elle est produite, en courant alternatif, et comment on la transporte par des câbles sous-marins, puis des câbles souterrains, on est obligé de passer en courant continu. Donc il faut transformer le courant alternatif en courant continu, transporter. Et donc, pour 1000 MW, tenez-vous bien, c'est 2,5 milliards de dépenses. 1000 MW, 2,5 milliards de dépenses. Et si vous faites donc 18 gigawatts, vous voyez combien on est conduit, 45 milliards. Il n'y a rien pour l'éolien marin. Et ce que je vais dire aussi, c'est que dans le projet PPE, je ne l'ai pas lu dans le détail, mais une partie des projets, tels que c'était envisagé, sont des projets d'éolien flottant. Alors l'éolien flottant, c'est de la blague. C'est-à-dire que c'est des projets, c'est une technologie qui n'est pas mature, il faut le dire. Et on ne sait pas combien ça va coûter. Il y a un grand cabinet américain qui est dans le domaine de l'énergie, qui a fait une étude au niveau mondial de l'éolien marin. Ce qu'ils disent, très clairement, c'est que pour l'éolien terrestre, l'éolien marin posé, c'est de l'ordre de 230 $ par mégawattheure, donc ça fait 200 € du mégawattheure. Et pour l'éolien marin, c'est 300 et quelques. 320, 300. Mais ils ne savent pas parce que la technologie n'est pas au point. Elle n'est pas au point. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, dans l'attribution qui vient d'être faite d'un de ces deux parcs à Barfleur, il y a Total qui a pris donc le projet à 1500 MW. Il était associé à RWE, qui est le plus grand électricien allemand. Et RWE s'est empressé de se retirer du consortium. Parce qu'il a bien vu effectivement le piège, parce que le contrat a été attribué, tenez-vous bien, à 66 € du mégawattheure. 66 €. Et l'autre parc, qui est de 1000 MW, c'est encore mieux, et qui a été, et le patron d'EDF a été obligé de l'accepter, il a été attribué à 45 €. J'ai dîné là, récemment avec l'ancien
président d'EDF, Luc Raymond, et je lui ai dit, mais est-ce que c'est toi qui as accepté? Ah non, non, c'est pas moi. Il n'a pas voulu me dire qui. Mais enfin, 45 €, ça veut dire que ça va générer des pertes pour les deux sociétés qui vont être, je les estime, à peu près à 500 millions d'euros par an. Voilà. Alors pour Total, c'est pas grand-chose. Effectivement, c'est son image de marque qui est enfin, bon. Donc ça, c'est donc les subventions indirectes. Bon, alors on peut se projeter sur 2035. Je pense que le TURP pour le transport va au moins doubler. On va passer de 16 à 32 €. Et pour la distribution, on va augmenter encore de 50%. Donc ça va également, bien évidemment, conduire à une augmentation des prix de l'électricité. Et je le dis aux industriels, vous ne serez pas épargnés, parce que la partie TURP transport, elle affecte là non seulement les consommateurs domestiques et les petites entreprises qui sont, elles, raccordées en basse ou moyenne tension, mais au niveau du réseau 400, 225 kV, c'est là qu'on a les grands industriels, et donc c'est eux qui vont subir l'augmentation, sauf si bien évidemment, par un accord politique, on leur évite de prendre en charge cette partie-là et on répercute les charges sur les consommateurs qui sont raccordés en tension plus basse. C'est ce qui est fait pour les subventions directes. Donc ça, c'est la deuxième chose, les conséquences sur le réseau de transport et le réseau de distribution. Mais il y a une troisième que vous connaissez très bien, évidemment, qui est le fait que le développement de ces énergies renouvelables intermittentes, et tout particulièrement le solaire, conduit effectivement à une surmodulation du parc nucléaire, et qui est de plus en plus, disons, important, cette surmodulation, et qui, bien évidemment, préoccupe beaucoup EDF, à telle enseigne que la direction du parc nucléaire a rédigé un contrat, une étude, enfin un rapport, qu'ils ont communiqué au gouvernement, et que le gouvernement a refusé de rendre public, parce qu'effectivement ça allait gêner dans le cadre de la publication de la publication. Et c'est un vrai problème. C'est un problème qui va s'intensifier au fur et à mesure que la part des renouvelables intermittents va augmenter. Alors ça résulte de quoi? Ça résulte du fait que dans le fonctionnement du marché de l'électricité, je connais bien, hein, vous le savez, puisque j'ai participé à sa mise en œuvre, puisque je présidais l'Association européenne des gestionnaires de réseau que j'avais créée à la demande de Loyola de Palacio, on a accepté la demande des Allemands de considérer que ces énergies renouvelables, comme elles ont un coût d'exploitation qui est nul, c'est le vent, le soleil, pratiquement nul, elles soient prioritaires dans l'accès au marché, l'accès au réseau. Moi, je dis aujourd'hui que c'est plus le cas. Si on compare effectivement le prix du nucléaire et le prix des énergies renouvelables intermittentes, il n'y a aucune raison de donner la priorité aux énergies renouvelables. Et donc, il faut, à mon avis, obtenir, en vertu de la neutralité technologique, et ça, c'est une responsabilité qui est celle du gouvernement vis-à-vis de Bruxelles, hein, il faut obtenir que le nucléaire soit prioritaire dans l'accès au marché. Je pense que vous comprenez. Hein, c'est pas... Et à ce moment-là, on réduit bien évidemment ces difficultés, enfin on règle ces difficultés, et bien évidemment les aléas qui vont être, ce que l'on observe actuellement, devront être encaissés par d'autres moyens de production, et en particulier par les cycles commis des gaz. Mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut l'obtenir, parce que ça, comme vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes très souvent, vous avez des activités dans le nucléaire, c'est en train de mettre à mal le fonctionnement du parc nucléaire. Et bien évidemment, ça a des conséquences énormes.